Mon père a vendu la montre ancienne que grand-père m'avait donnée pour 46 000 $. Mon père a dit que c'était pour l'assurance. Mais cela a payé la nouvelle cuisine de ma mère. Quand grand-père l'a découvert, il est juste resté silencieux. Puis il a dit, cette montre était. Le visage de papa a pâli quand mon père a vendu la montre ancienne que mon grand-père m'avait donnée pour 46 000 $. Il a dit à mon grand-père que c'était pour l'assurance. Cela a payé la nouvelle cuisine de ma mère. Quand mon grand-père l'a découvert, il n'a pas crié. Il est juste resté silencieux. Puis il m'a regardé et a dit, cette montre ne lui a jamais vraiment appartenu pour qu'il puisse la vendre. Je m'appelle Valérie. Je répare des montres anciennes pour gagner ma vie. Le genre de montre que les gens apportent après que tous les autres ont déjà échoué. De petits trous, des ressorts serrés, de minuscules pièces qui n'ont de sens que si vous savez comment écouter. J'ai appris jeune, j'ai travaillé pendant des années, et j'ai fini par ouvrir ma propre boutique. Je ne suis pas riche. Je suis stable, assez doué pour que les gens m'apportent les choses qu'ils ne confient à personne d'autre. Je veux vous parler de mon grand-père. Il s'appelle Ulysse. Il est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Quand j'avais 7 ans, il m'a emmené sur la véranda arrière de sa maison un soir d'été, il m'a assis sur ses genoux, il a détaché la montre de son poignet, il l'a posée à plat dans la paume de sa main et il a dit « Regarde ». C'était tout, juste ce seul mot. Il a actionné un minuscule levier sur le côté, a ouvert le dos de la montre et m'a montré l'intérieur, les petits trous, le ressort, toute la machine silencieuse qui était restée contre son pouls toute la journée. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit ensuite, s'il a dit quoi que ce soit. Je me souviens juste de m'être penché si près. Mon front touchait presque sa main. Je ne pense pas que quoi que ce soit m'ait jamais semblé aussi important depuis. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était le début de tout pour moi. Mon grand-père est plus vieux maintenant. Il bouge plus lentement. Ses yeux ne voient plus aussi bien qu'avant. Ses mains tremblent un peu à la table du dîner quand il essaie d'attraper quelque chose. Mais il y a une chose à propos de ses mains que je veux que vous sachiez. Quand il prend une montre, elles arrêtent de trembler. Elle n'avait pas oublié celle-ci. Il avait l'habitude de remonter cette montre chaque matin de la même manière qu'il préparait son café. Le mouvement était si ancien en lui que ses doigts pouvaient le faire pendant que ses yeux regardaient autre chose. Il a porté cette montre pendant la guerre. Il l'a ramenée à la maison avec lui après des événements dont il n'a jamais vraiment parlé. Il disait qu'elle lui avait rappelé là-bas que le temps pouvait s'arrêter. C'est la seule phrase que j'ai jamais vraiment obtenue de lui à propos de tout cela. Il a gardé le reste pour lui. C'était un homme qui avait décidé très tôt que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Maintenant, je dois vous parler de mon père. Mon père s'appelle Curtis. C'est le genre d'homme qui a l'air bien de loin. Costume, emploi stable, c'est comment s'adresser à une assemblée, mais il y a une couche en dessous que presque personne ne voyait parce que mon père est doué pour la couche du dessus. Il y a environ 1 an, il avait conclu un accord commercial avec quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû. Cela a mal tourné. Il devait de l'argent à des gens qui n'envoyaient pas de lettres polies. Il ne l'a pas dit à ma mère. Il ne l'a pas dit à mon grand-père. Il ne l'a dit à personne. Mon père résout les problèmes en les cachant jusqu'à ce qu'ils deviennent les problèmes des autres. Voici ce qu'il a fait. Il a conduit jusqu'à la maison de mon grand-père un après-midi. Il s'est assis à la table de la cuisine avec lui et il lui a dit qu'il y avait des papiers à signer pour la montre. L'assurance, a-t-il dit, pour mettre à jour l'évaluation. Les choses que l'on fait pour une pièce d'une telle valeur. Mon grand-père lui a fait confiance. Mon père l'a vendu le lendemain. Il n'a pas demandé un deuxième avis. Il n'a pas comparé les prix. Il a accepté la première offre qu'il a reçue d'un revendeur haut de gamme dans la ville. 46 000 $. La pièce valait plus. Beaucoup plus. Mon père était pressé. Il a pris le premier chiffre qui ressemblait à une porte de sortie. Il l'a caché pendant presque 2 mois. Quand mon grand-père a finalement demandé quand la montre reviendrait, mon père a pris une inspiration de la même manière qu'il prend une inspiration quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il a pratiqué. Il a dit que la montre avait été vendue. Il a dit que l'argent avait déjà été utilisé. Il a dit que c'était réglé. Mon grand-père est resté très immobile dans son fauteuil et il a demandé à mon père ce qu'il voulait dire. Et mon père a regardé son propre père et a dit la phrase que je n'oublierai jamais.
Il a dit que ce n'était qu'une montre, et a ajouté, « Papa, laisse tomber. » Je n'étais pas là quand il l'a dit. J'en ai entendu parler plus tard par l'une des voisines de mon grand-père, une femme qui était venue prendre le thé cet après-midi-là et qui se trouvait dans la pièce d'à côté. Elle m'a dit que mon grand-père n'avait pas crié. Il n'avait pas pleuré. Il était juste resté assis là. Et puis il a répondu par une courte phrase. Il a dit, « J'ai fait confiance à mon fils. » C'était tout. Quelques semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père et de ma mère. Je n'y étais pas allé depuis des mois. Ils avaient refait la cuisine avec de nouveaux comptoirs en marbre, de nouveaux placards, de nouveaux carreaux sur la crédence. Ma mère m'a versé une tasse de café, nous nous sommes assis sur des tabourets au nouvel îlot central, et elle m'a dit que mon père avait finalement trouvé le temps de faire les travaux. Elle l'a dit comme si c'était quelque chose qui venait juste d'arriver. Je lui ai demandé quand il l'avait fait. Elle me l'a dit. J'ai fait le calcul dans ma tête pendant que je tenais la tasse chaude contre mes paumes. Les dates correspondaient exactement à celles de la montre. J'étais assise dans la nouvelle cuisine de ma mère, buvant du café sur la montre de mon grand-père. Je n'ai rien dit. J'ai bu mon café et j'ai écouté ma mère parler d'une vente dans un magasin de meubles. Et je suis rentré chez moi avec les mains serrées sur le volant. Quelques semaines ont passé. J'étais à l'établi dans ma boutique un après-midi, travaillant sur une pièce pour un client régulier, quand la clochette au-dessus de ma porte a sonné. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré. Il tendait son poignet. Il a dit que sa montre s'était arrêtée et que quelqu'un en ville lui avait dit que j'étais la personne à qui la porter. Dans les environs, je suis généralement le dernier arrêt pour les vieilles montres que les autres boutiques ne veulent pas toucher. Je lui ai dit de s'asseoir. Je l'ai détaché de son poignet. Je l'ai retourné dans mes mains. Je le savais avant de vérifier quoi que ce soit parce que mes mains s'en souvenaient. Je tenais la montre dans mes mains et je pouvais sentir mon pouls dans le bout de mes doigts. J'ai tenu des milliers de montres. Il y a une chose que vos mains apprennent après suffisamment d'années à faire ce genre de travail. Le poids, la façon dont la couronne tourne, la petite résistance que le dos offre quand vous allez l'ouvrir. Chaque pièce est son propre petit corps, et celle-ci était un corps près duquel j'avais été toute ma vie. Je n'ai laissé rien paraître sur mon visage. L'homme en face de moi était assis dans la chaise que je garde pour les clients. Il faisait défiler l'écran de son téléphone. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de mettre devant moi. J'ai pris mon plus petit outil et j'ai ouvert le dos du boîtier lentement, de la manière dont je l'ouvrirais pour n'importe quel client. Je savais ce que j'allais trouver avant de le voir. Il y avait une gravure à l'intérieur du couvercle arrière. 3 initiales, une date. Les initiales étaient celles de ma grand-mère. La date était l'année où elle avait épousé mon grand-père. Il avait porté cette gravure à l'intérieur de son poignet pendant plus de 50 ans, et il ne m'avait jamais dit une seule fois qu'elle était là. Pas même quand il m'avait montré l'intérieur de la montre sur la véranda quand j'avais 7 ans. Ni lors de l'une des centaines d'après-midi où je m'étais assise à côté de lui depuis. Il l'avait gardée pour lui. Il y a des choses qu'un homme ne transmet pas avec des mots. J'ai posé le dos du boîtier sur mon établi très soigneusement, je me suis tourné vers l'homme dans la chaise et je lui ai demandé où il l'avait acheté. Il m'a dit chez un revendeur dans la ville. Il a dit qu'il avait payé un prix juste. Il a dit que le revendeur lui avait dit que la pièce provenait d'une succession. Je lui ai demandé s'il me laisserait la garder pendant un jour ou deux pour que je puisse lui faire une évaluation honnête. Il a répondu, bien sûr. J'ai rédigé un reçu de la manière dont je rédige toujours un reçu. Main calme, stylo lent. Il est parti. La clochette de la porte a sonné une fois quand il est sorti, et je suis resté assise à mon établi dans la boutique vide avec la montre devant moi. Et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé d'avocat. J'ai appelé la voisine de mon grand-père, la femme qui avait été là le jour où mon père lui avait dit de laisser tomber. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé si mon grand-père avait signé des papiers concernant la montre au cours des dernières années, à sa connaissance. Elle a répondu oui. Elle a dit qu'il y a environ 6 ans, mon grand-père lui avait demandé de le conduire chez un notaire un après-midi. Il ne lui avait pas dit pourquoi. Elle avait attendu dans la voiture. Il en était ressorti avec un dossier. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon grand-père ce soir-là. Je n'ai pas apporté la montre avec moi. Je me suis assise en face de lui sur son canapé et je lui ai posé des questions sur le dossier.
Ses yeux ont fait cette chose lente qu'ils font maintenant quand un souvenir remonte de très loin. Puis il a hoché la tête. Il a dit oui. Il a dit qu'il m'avait cédé la montre il y a 6 ans. Discrètement, il ne l'avait dit à personne. Ni à mon père, ni à ma mère, ni à moi. Il a dit que quelque chose avait déjà changé chez mon père à l'époque, et qu'il l'avait remarqué avant que quiconque veuille le dire à voix haute. Il a dit qu'il voulait s'assurer que la montre finisse là où elle devait être. Il a regardé ses genoux quand il a dit la partie suivante. Il a dit qu'il avait espéré avoir tort. Il n'avait pas eu tort. Il a levé les yeux vers moi. Il a dit, l'as-tu? J'ai dit, oui. Il n'a posé aucune autre question. Il n'a pas demandé comment. Il n'a pas demandé où. Il a juste fermé les yeux pendant une seconde et a laissé sa tête reposer contre le dossier de la chaise. Pendant qu'il était assis comme ça, j'ai remarqué sa main droite. Il avait tendu le bras et touché son poignet nu avec son pouce. De la façon dont vous touchez un endroit qui abritait quelque chose autrefois, je ne pense pas qu'il savait qu'il le faisait. J'ai détourné le regard car ce seul petit mouvement était presque plus que ce que je pouvais supporter. J'ai conduit jusqu'au revendeur le lendemain matin. Je ne vais pas vous traîner à travers la réunion parce que la réunion n'a pas eu autant d'importance que ce qui a suivi. J'avais les documents d'il y a 6 ans. J'avais des photographies de la gravure. J'avais une voix calme et une histoire claire. J'ai dit au revendeur que les documents étaient clairs et que je préférais résoudre cela discrètement plutôt que de transformer cela en un problème juridique pour toutes les personnes impliquées. Au début, il m'a lancé ce regard prudent et professionnel que les gens utilisent quand ils pensent pouvoir garder une chose sous contrôle. Il a dit qu'il l'avait acheté de bonne foi. Il a dit que ces situations pouvaient devenir compliquées. Ensuite, il a regardé les documents à nouveau, il les a vraiment regardés. Quelque chose dans son visage a changé. Le revendeur n'était pas stupide. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme qui ne voulait pas que des problèmes soient associés à son nom. Il est allé dans un bureau à l'arrière et y est resté assez longtemps pour que j'entende un tiroir s'ouvrir et se fermer. Quand il est revenu, il avait les coordonnées de l'homme et une offre pour réparer les choses. 20 minutes plus tard, la montre était à nouveau à moi, légalement et sur papier. Je suis sorti de ce magasin avec la montre dans un petit sac en velours dans la poche de mon manteau et je ne me suis permis de rien ressentir jusqu'à ce que je sois de retour dans ma voiture. Mon père m'a appelé cet après-midi-là. Je savais avant de décrocher que le revendeur l'avait appelé. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait parce que je voulais l'entendre de sa propre bouche. Il a dit, « Qu'est-ce que tu crois faire ?» J'ai dit, « Salut, papa. » Il a dit, « Cette pièce était une affaire de famille. » J'ai dit, « Non, cette pièce était un vol. Tu as volé un homme qui te faisait confiance parce que tu étais son fils. » Il y a eu un instant de silence sur la ligne. Puis il a dit quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé depuis. Il a dit, « Je ne pensais pas que tu la trouverais. » C'est la partie qui a frappé le plus fort. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du déni. C'était l'aveu silencieux d'un homme qui avait pris quelque chose à son père et avait supposé que sa fille était trop petite pour jamais être celle qui la ramènerait par la porte d'entrée. Il l'avait cachée à l'étrangère qu'il pensait que j'étais. Il ne me l'avait pas cachée à moi, car dans sa tête je n'étais pas le genre de personne qui trouve les choses. J'ai dit, tu avais tort. J'ai raccroché. Ma mère m'a appelé environ 1 heure plus tard. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas posé de questions sur la montre. Elle a dit que je rendais les choses très difficiles pour mon père et que c'était le genre de choses qui auraient dû être gérées au sein de la famille. J'ai répondu qu'au sein de la famille était exactement l'endroit où cela avait été géré. Ensuite, j'ai dit la seule phrase à laquelle je m'accrochais depuis ce matin dans sa nouvelle cuisine. J'ai dit, « Tu bois ton café sur cette montre tous les matins. » La ligne est devenue très silencieuse. Elle n'a rien dit pendant une longue seconde. Puis elle a dit qu'elle devait y aller. Elle a raccroché en premier. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé pendant un moment. Je suis retourné à la boutique ce soir-là après la fermeture. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur. J'ai éteint les lumières à l'avant et j'ai laissé la lampe allumée à mon établi. J'ai sorti la montre du sac en velours et je l'ai posée sur le tissu. Elle n'était pas en bon état. Le revendeur l'avait manipulée négligemment. Le verre avait une petite rayure. Je ne pensais pas que mon grand-père le remarquerait, mais moi si.
La couronne avait été forcée. Le mécanisme à l'intérieur fonctionnait, mais pas de la manière dont il aurait dû fonctionner. C'était une montre qui avait été traitée comme une marchandise. J'ai travaillé dessus pendant très longtemps. J'ai nettoyé chaque pièce. J'ai poli le verre. J'ai resserré les choses qui avaient été laissées lâches. Je n'ai pas regardé l'horloge au mur une seule fois. J'étais assise là avec ma loupe et mes plus petits outils, redonnant à cette montre la dignité qu'elle méritait. J'ai nettoyé la gravure à l'intérieur très doucement avec un chiffon doux pour ne pas l'effacer. Les initiales, la date, elles étaient toujours là. Elles étaient là depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le dos. J'ai remonté la couronne. J'ai tenu la montre près de mon oreille. J'ai écouté beaucoup de montres au fil des ans. Celle-ci sonnait comme la maison. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à pleurer. Je m'en suis rendu compte après quelques minutes. Mes mains étaient toujours stables sur l'établi. Les larmes coulaient simplement. Je ne faisais aucun bruit. Je pense que j'ai pleuré parce que la montre fonctionnait à nouveau. Je pense que j'ai pleuré parce qu'il y avait eu une période de 2 mois où je n'avais pas su si elle fonctionnerait un jour. Je pense que j'ai pleuré parce que réparer des choses est ce que je fais, mais celle-ci était la plus difficile que je ferais jamais, et il n'y avait personne dans la boutique pour le voir, à part moi et une petite machine qui était enfin rentrée chez elle. Je me suis laissé asseoir avec elle pendant environ 5 minutes. Puis j'ai essuyé mon visage. J'ai mis la montre dans un chiffon doux, j'ai mis le chiffon dans une petite boîte et j'ai mis la boîte sur mon établi devant la lampe. Le lendemain matin, j'allais la remettre à sa place. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon grand-père le lendemain matin. C'était un trajet silencieux. J'avais la pochette en velours sur le siège passager à côté de moi. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne me souviens pas vraiment avoir pensé à quoi que ce soit en particulier. Je me déplaçais simplement d'un endroit à un autre avec quelque chose sur le siège à côté de moi qui n'avait pas sa place dans une pochette sur un siège passager. Sa place était sur un poignet. Mon grand-père était dans son salon quand je suis entré. Il était dans le même fauteuil qu'à son habitude. Il a levé les yeux. Il a souri du petit sourire lent qu'il sourit maintenant. Je me suis assise en face de lui. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Je l'ai juste regardé. Sa manche était à nouveau tirée sur son poignet, comme c'était le cas la dernière fois. Et je l'ai regardé faire quelque chose qu'il ne savait pas qu'il faisait, je crois. Il a tourné légèrement le bras, comme quelqu'un qui tourne un poignet pour vérifier l'heure. Et puis il s'est repris. Il a regardé ses genoux. Il faisait ce mouvement depuis tant d'années que son corps y allait encore, même s'il n'y avait plus rien à regarder. J'ai plongé la main dans mon sac. J'ai sorti la pochette. Je l'ai posée sur la petite table entre nous. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Je n'en avais pas besoin. Mon grand-père l'a regardé. Puis il m'a regardé, puis a regardé à nouveau la pochette. Il a tendu une main. Et ses doigts faisaient le petit tremblement qu'ils font depuis quelques années. Il a pris la pochette. Il l'a ouverte. Il l'a légèrement inclinée dans la paume de son autre main. La montre a glissé dans sa main. Ses doigts ont arrêté de trembler à la seconde où ils l'ont touchée. J'y ai pensé toute la semaine. Le terme médical pour ce qui se passe dans son corps a un nom. Il ne se soucie pas de la signification. Il ne se soucie pas de ce que vous aviez l'habitude de porter à votre poignet pendant 50 ans. Mais quelque part en dessous de ce que son corps oublie, il y a quelque chose de plus ancien. Il y a une part de lui qui connaît le poids de cette montre. De la même façon que d'autres parties de vous savent comment faire du vélo. Il la tenait dans sa main et sa main est devenue stable. Juste pendant quelques secondes, assez longtemps pour faire ce qui devait être fait. Il l'a retournée. Il a ouvert le dos de la même manière qu'il l'avait ouvert pour moi quand j'avais 7 ans. Il a regardé les initiales de sa femme. Il a regardé la date en dessous. Sa bouche a fait un mouvement. Puis ses yeux. Ensuite, il pleurait très silencieusement de l'autre côté de la petite table. Pas le gros chagrin. Le genre qui arrive quand quelque chose que vous pensiez perdu pour toujours est soudainement de retour dans votre main et que votre corps n'a pas eu le temps de préparer un visage pour cela. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée assise là. Il y a des moments où la pire chose que vous puissiez faire est de les remplir de mots. Après un moment,
Il a essuyé son visage avec le dos de sa main, de la façon dont les hommes de sa génération essuient leur visage. Il a levé les yeux vers moi. Il a dit, « Comment as-tu trouvé ça ?» Je lui ai raconté. L'homme, la boutique, l'établi, les initiales. Il a écouté jusqu'au bout. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit la seule phrase qu'il allait dire à ce sujet. Il a dit, « La montre t'a trouvé. » Il l'a attachée à nouveau à son poignet lui-même. Il ne m'a pas laissé l'aider. Il avait besoin d'être celui qui la remettrait. Quand elle a été attachée, il a levé le bras de la façon dont on tient quelque chose que l'on vient de finir de construire. Ensuite, il a porté son poignet sur le côté de sa tête et il l'a maintenu là pendant quelques secondes, les yeux fermés. Il l'écoutait faire tic-tac. Je veux vous parler de ce petit geste silencieux car c'est la partie qui m'a touché. Il ne posait pas. Il ne jouait pas la comédie. C'était un homme qui n'avait pas entendu ce son spécifique contre sa propre oreille depuis très longtemps et il voulait l'entendre à nouveau. Toutes les excuses que j'avais voulues de mon père au nom de mon grand-père se sont produites dans ces quelques secondes dans ce salon silencieux, et elles se sont produites sans que mon père soit présent dans la pièce. Je lui ai demandé après un moment ce qu'il voulait que je fasse à propos de mon père. Il a pris beaucoup de temps avant de répondre. Il a regardé la montre à son poignet. Il a regardé par la fenêtre. Puis il s'est tourné vers moi et a dit 2 courtes phrases. Il a dit, « Je ne peux pas mettre mon propre fils en prison. » Puis une pause, et ensuite, « Mais je ne suis pas obligé de lui pardonner non plus. » C'était toute la réponse. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas écrit de longs messages. J'ai pris une photographie dans le salon de mon grand-père avant de partir. La montre à son poignet, son autre main posée sur l'accoudoir du fauteuil. On ne pouvait pas voir son visage sur la photo, juste le poignet. J'ai envoyé la photographie à mon père. Pas de mots, pas de légende, juste la photo. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand il l'a finalement fait, tout ce qu'il a envoyé a été une ligne. Il a dit, « Je ne savais pas que c'était si important pour lui. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien dans cette phrase que j'avais besoin de dignifier avec une réponse. La phrase était pour lui, pour vivre avec, pas pour moi pour la réparer. Je voulais vous parler de ma mère, aussi, car certains d'entre vous attendent probablement d'entendre ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas appelé pour s'excuser. Elle n'a pas envoyé de message. Elle ne s'est pas présentée à ma boutique. Elle est toujours dans sa cuisine rénovée chaque matin, préparant du café sur le comptoir en marbre qui provient du même argent. Elle n'a rien changé à cette cuisine. Elle ne le fera pas. Elle sait d'où vient cette cuisine. Elle ne le dira tout simplement jamais. Je suis passé devant leur maison une fois, quelques semaines plus tard. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Je pouvais la voir par la fenêtre, debout au comptoir. Tasse de café à la main. Je ne me suis pas arrêté. Je suis rentré chez moi. Il y a des gens à qui vous rendez visite. Et d'autres devant qui vous vous contentez de passer. J'ai appelé mon ancien professeur quelques jours plus tard. Il s'appelait Petro. Il m'avait appris tout ce que je savais quand je débutais. Je lui ai raconté toute l'histoire. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit une chose. Il a dit que la montre était à moi avant que tout cela n'arrive. Je venais de passer quelques semaines à la ramener dans la bonne pièce. J'y ai beaucoup pensé depuis. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma boutique de la manière dont j'ouvre ma boutique tous les matins. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. J'ai tourné la pancarte dans la fenêtre de fermé à ouvert. Je suis allé à l'arrière et j'ai préparé du café dans la petite machine sur l'étagère à côté de mon établi. Je me suis assise. La montre était sur un petit support au coin de mon établi où je l'avais posée la veille au soir. Mon grand-père m'avait demandé de la garder pendant les journées et de ne la lui apporter que lorsqu'il avait besoin de l'avoir au poignet. Il a dit que ses mains n'étaient plus assez stables pour la remonter lui-même tous les matins, et il voulait que quelqu'un en qui il avait confiance en prenne soin entre les visites. Donc maintenant, la montre de mon grand-père vit au coin de mon établi pendant que je travaille. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas exposée. Elle est juste là, faisant tic-tac silencieusement pendant que je répare les choses cassées des autres. La clochette au-dessus de ma porte a sonné à 10 heures ce matin-là.
Une femme est entrée avec une petite boîte en bois. Elle a dit que sa grand-mère était décédée l'année dernière, et qu'il y avait une vieille montre dans la boîte, et elle ne savait pas si elle pouvait encore être sauvée. J'ai dit, faites voir. Elle m'a tendu la boîte. Je l'ai ouverte. J'ai pris la montre. Elle ne fonctionnait pas. Le verre était rayé. Il y avait quelque chose de détaché à l'intérieur. Un travail normal pour moi. Le genre de choses que je fais chaque semaine. Je lui ai dit que j'y jetterais un œil. Elle m'a remercié et elle est partie. Je me suis assise à mon établi pendant une seconde avec la montre de sa grand-mère dans une main et le tic-tac de la montre de mon propre grand-père venant du coin de l'établi dans l'autre oreille. J'ai commencé à travailler. C'est ce que je fais. Je m'assieds à un établi et je rassemble les petites choses pour les gens qui les aimaient. Mon grand-père a porté cette montre pendant la guerre. Mon père l'a vendue sans lui demander. Elle est revenue vers moi au poignet d'un inconnu dans ma propre boutique un mardi auquel je n'étais pas préparé. Je l'ai réparée cette nuit-là avec une lampe allumée, la porte verrouillée et personne pour regarder. Elle est de nouveau à son poignet. Certains matins quand j'ouvre ma boutique, je m'assois et j'écoute son tic-tac depuis le coin de mon établi et elle sonne comme lui. C'est tout. Si vous avez une vieille montre ou une bague ou quoi que ce soit de quelqu'un qui est parti reposant dans un tiroir en ce moment, c'est votre signe pour la remonter une fois aujourd'hui. Juste une fois pour qu'elle sache que vous vous en souvenez. Avant de partir, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aime toujours voir où ces histoires trouvent les gens. Si cela est resté avec vous, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous et soyez doux avec les gens qui font que ce monde ressemble encore à la maison.